des questions aléatoires. Clap. Ok. Je vais tirer une carte parmi ce jeu. Vous l'avez tous bien vu. Maintenant, je vais la remettre dans le jeu. Ah, il faut que je lise la question. Sur quelle musique avez-vous travaillé pendant la réalisation de votre dernier album de bande dessinée? La question est extrêmement embarrassante. Je vais être complètement sincère. Je suis un petit peu sourd à la musique. C'est-à-dire que j'écoute de la musique, mais c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire que j'ai une playlist qui s'appelle vraiment mélange de toutes les listes. C'est la seule que j'écoute. Et il y a dedans des playlists qui ont été faites par mes lecteurs. Il y a des playlists de chansons françaises. Il y en a une qui s'appelle Nostalgie des années 80. Donc ça va de T'es OK, T'es Bat, T'es In à Femme libérée. Et tout à coup, ça passe sur ma playlist classique où il y a du Bach. Et après, ça passe sur ma playlist musique du concert de Sibylline et Stéphanie. Donc je me retrouve avec Back to Black ou Fade to Grey. Et récemment, je ne sais plus pourquoi, je cherchais les paroles d'une chanson de Disney. Et j'avais cliqué sur Disney et en boucle, après ça me mettait toutes les propositions Disney. Et j'ai pas réalisé parce que j'étais en train de travailler. J'ai passé une après-midi à écouter à fond toutes les chansons de Disney avant, à la fin de la soirée, de me rendre compte quand j'ai répondu au téléphone qu'il y avait Prince Ali, Sa Seigneurie en fond sonore. Et ça a été très embarrassant. Je pense que j'ai abondamment répondu à cette question. Ok, la suivante. Je crois que le réflexe, c'est de toujours prendre au milieu ou sur les côtés. Je vais prendre ce qu'on appelle les cartes discrètes. Est-ce que tu veux un petit point scientifique sur ce qu'on appelle les choix discrets? Par exemple, quand on te demande de choisir au hasard un chiffre, personne ne veut prendre entre 1 et 10 par exemple. Personne ne va prendre 1, 5 ou 10 parce que ça paraît trop évident. Alors les gens prennent ce qui pensent être une solution discrète et donc la plupart prennent 7 ou 3. C'est-à-dire qu'en voulant être original, ils tombent tous sur la même proposition. La digression est terminée. Vous souvenez-vous de la première bande dessinée que vous ayez lue? Tom Tom et Nana. Je pense que c'est, en termes de bande dessinée, je crois que j'ai vaguement compris ce qu'était la bande dessinée quand j'ai lu les Tom Tom et Nana dans J'aime lire. C'est-à-dire que je lisais des livres pour enfants, des livres illustrés, des Oui Oui, des Jeannot Lapin, du Club des 5, non c'est un peu plus tard ça. Mais j'ai un souvenir de mon tout premier livre écrit qui était Claude Roy, La maison qui s'envole, qui était un livre. Et ma première BD, c'était dans les J'aime lire. À la fin, il y avait Tom Tom et Nana. Et après Tom Tom et Nana, ça a été tous les franco-belges. Donc je lisais les Schtroumpfs. Ça a dû être d'abord les Schtroumpfs, ensuite Astérix, Lucky Luke, Tintin un peu plus tard, Gaston Lagaffe, tout ça. Manara quand j'avais 7-8 ans. Peut-être un peu plus tard, je ne sais plus. Non, c'était Tom Tom et Nana, la famille du bouchon. Moi, j'avais demandé à ce que ce soit Bernadette Després qui soit présidente d'Angoulême, et j'espère vraiment que le festival va entendre ma voix, parce que c'est important que Bernadette Després soit présidente d'Angoulême, parce que je pense que c'est l'auteur de BD le plus influent de France de nos jours. Parce que tout le monde a lu un peu de Manara, et tout le monde a lu un peu de Hugo Prada, des marins de profil, gna gna. Mais tout le monde ne les a pas lus. En revanche, si vous demandez à n'importe qui de notre génération, tu connais Tom Tom et Nana, il va faire « Ah ouais !» avec Madame Poipois, avec Monsieur Henri, et avec Marie-Lou, et avec La Bonne Fourchette. Donc, la BD la plus importante de France aujourd'hui, c'est Tom Tom et Nana. Comme ça, spontanément, qui vous époustoufle en dessin? Ah, le piège! C'est à la fois facile et très difficile. Je vais être corporate et citer en premier Hossein, qui est donc un jeune auteur dont j'admire tellement le dessin que j'avais une histoire dans mes cartons. Alors, et je me suis dit, je vais demander à Hossein s'il veut bien la dessiner. Il y a évidemment Aurélie Néret. Je ne dis pas assez à quel point j'aime le travail de cette femme. Je trouve ça doux, beau, dynamique, charmant. Et un jour, j'espère que j'aurai l'occasion de travailler avec elle aussi. Sinon, après, il y a les classiques. Il y a Moebius,
parce que j'ai appris vraiment à dessiner avec Moebius, Otomo, puisque c'est son année, on va citer Otomo. Et qui m'époustoufle en dessin. Il y a des gens, dans les gens de ma génération, ou un peu plus vieux, il y en a beaucoup. Christophe Blain, Blutch, Cyril Pedrosa, évidemment, comme tout le monde, Nicolas de Crécy, enfin plein de gens. Et Renaud, mon ami Renaud, lui c'est probablement une des personnes qui m'a le plus influencé directement, mais comme c'est un ami tellement proche, j'y pense moins. Mais lui, je pense que c'est vraiment un des meilleurs dessinateurs vivants de cette planète. En termes de précision, il est dans un autre registre, dans la précision absolue, dans cet incroyable cerveau qui voit en 3D, qui reconstitue des trucs photoréalistes du futur. Renaud Scheidt. Voilà. Si... Alors celle-là, elle a été choisie par Sibylline, c'est un peu de la triche. Si tu pouvais voyager dans le temps, quelle époque choisirais-tu? Là, je pense que tout le monde m'attend sur les dinosaures. Hein. Ouais. Tout le monde espère que je vais dire le Crétacé pour aller voir les tyrannosaures, etc. Je pense que l'ère du Crétacé devait être difficilement respirable pour des humains de nos jours. Il devait faire chaud, tropical, avec des fortes saturations en carbone. Je crois que les niveaux d'oxygène étaient plus hauts aussi, ce qui fait qu'il devait y avoir des incendies monstrueux, des éruptions volcaniques, et tu devais avoir peur de te prendre le météore dans la gueule à tout instant. En même temps, tu as de la marge. Hein. Il y a eu la période des dinosaures, elle a duré plus de 100 millions d'années. Ça veut dire que concrètement, elle a duré plus longtemps que l'humanité maintenant depuis son début. Donc tu pourrais dire, je suis à l'époque des dinosaures, mais j'ai encore des millions d'années à vivre. Enfin, techniquement, en tant qu'espèce, pas en tant que toi-même. Je m'éloigne. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'époques. J'ai une espèce de fantasme de voir Paris au Moyen-Âge, par exemple. Quelquefois, je vois des reconstitutions de Notre-Dame avec plein de couleurs sur la façade, avec les petites échoppes, et imaginer un Paris très simple, comme ça, avec beaucoup moins de monde. Ça me fait beaucoup rêver, mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir la peste noire, donc j'ai pas très envie. Je pense que j'irai à l'époque des premiers hommes. C'est-à-dire, voilà, il y aurait des mammifères préhistoriques super imposants. Il y aurait des mégathériums, des mammouths, des trucs comme ça. Donc en termes visuels, je ne serais pas loin des dinosaures. Il y a probablement des espèces qu'on connaît pas parce qu'elles ont été mal fossilisées et que je découvrirais en me disant putain, c'est quoi cette espèce de mélange entre un chat, un lapin et un cheval, et parce que c'est simplement une espèce qu'on ne connaît plus. Et puis en plus, il y aurait des hommes. Je pourrais passer pour un dieu en leur disant regardez, moi frotter baguette magique et feu apparaître. Et je deviendrais leur démiurge et je pourrais les forcer à faire des cités à mon image. En leur disant, voilà, construisez des murs, fabriquez des cabanes. Et là, maintenant, une statue à mon effigie au bout de la rue qui s'appellera la rue Boulet. Je dois être un peu inquiétant. Mais voilà, ça serait ça à l'époque où j'irais. Sibylline, merci. Elle est morte de rire à côté de la caméra. C'est dommage que vous ne pouviez pas la voir. Elle gigote et elle frémit.